Alors, nous étions le 13 avril, il faisait super beau, et nous étions à Paris. L'intervenant du matin était Stéphane Bonnery, maître de conférence en sciences de l'éducation à Paris 8, autour de la question qui travaille beaucoup autour de la question des inégalités scolaires et culturelles dans l'enfance. Donc, le thème de la matinée, c'était égalité et inégalité de l'accès aux livres. Et alors c'est un compte-rendu difficile à faire parce que le travail de Stéphane Bonnery est passionnant. Donc j'avais juste envie de vous dire, allez lire ce qu'il publie parce que c'est extrêmement facile à lire déjà et passionnant. Donc j'ai fait une petite recherche pour vous. Donc Stéphane Bonnery a des articles disponibles sur Cairn. Cairn, c'est un serveur qui met en ligne un certain nombre de travaux de chercheurs. Donc ça s'écrit C-A-I-R-N, et Bonnery, c'est 2 N avec un Y à la fin. Et notamment, il a publié un texte sur les livres et la manière de lire à l'école et dans les familles. Donc, cela dit, si je vous dis juste ça et que je rends la parole à Christophe, je ne tiens pas à mon contrat, donc ça ne va pas. Donc, je vais essayer de vous faire un compte-rendu de ce qu'il nous a raconté, mais c'est un exercice un peu ingrat parce que le matériau était dense et passionnant. Donc, comment approche-t-il la question des inégalités qui entourent le champ du livre? Alors, d'abord, on peut avoir une première inégalité qui est présence ou absence du livre dans la famille, dans l'école, etc. Mais c'est un curseur qui est trop simpliste. Il est beaucoup plus compliqué de nos jours. Alors, on arrive à un deuxième niveau d'étude qui est quel type de livre, entre quelles mains et en quelle quantité, pour quel type de lecture. Donc là, tout de suite, le tableau est plus compliqué. Et dans son travail d'observation, qui est en cours, il nous a bien dit que c'était une étude dont il commençait à voir les conclusions, mais qui n'était encore pas conclue, était d'avoir 3 champs d'observation différenciés, le champ de la famille, le champ de la bibliothèque et celui de l'école, en sachant que le champ le plus avancé, c'est le champ de la famille, ensuite celui de l'école, et celui de la bibliothèque est plus en retard dans son travail. Donc le premier éclairage qu'il nous a donné est un éclairage historique, pour dire que c'est une perception qui évolue dans le temps. Donc, depuis 1945, c'est une évidence, ça a été une grande période de démocratisation scolaire et le livre est devenu de moins en moins cher et s'est diffusé de plus en plus largement. Certaines idées reçues se sont déconstruites aussi. Par exemple, de se dire qu'un bébé, ça n'a pas besoin de lire, c'est quelque chose qu'on entend de moins en moins. C'est devenu une vérité partagée par le plus grand nombre. Et le troisième élément, c'est l'inégalité n'est plus sur la présence ou absence du livre, donc en avoir ou ne pas en avoir, mais sur la quantité de livres, le choix de ces livres et la manière de les lire. Donc, observation de plus en plus fine. Ces lectures partagées ne se font pas partout de la même manière, et ces différentes manières de lire à un enfant sont un marqueur d'inégalité. Au fur et à mesure de l'édition jeunesse, les albums jeunesse, parce que c'est surtout sur ce corpus-là qu'il travaille avec son équipe, les albums jeunesse ont évolué et sont devenus des supports de lecture partagée de plus en plus riches. Donc, il mettait en valeur 3 critères de mesure de cette sophistication. Je vous les donne d'une façon un peu sèche, sachant que vous connaissez très bien le corpus de ce qui est publié et vous allez pouvoir, d'une façon très naturelle, raccrocher à chaque typologie de lecture des albums que vous pratiquez dans vos activités quotidiennes. Donc, la première, c'est l'apparition des fins ouvertes. Le lecteur doit prendre des indices au fil de sa lecture pour formuler ses hypothèses de conclusion. C'est-à-dire que le lecteur qui était passif, c'est-à-dire qui suivait le fil qu'on lui proposait et qu'on déroulait pour lui, doit émettre des hypothèses et être constructeur de la conclusion de sa lecture. Ensuite, le texte ne dit pas tout et le lecteur doit trouver des indices dans l'image. Vous avez évidemment des exemples en tête, tous, chacun à sa façon. Et puis, le troisième niveau de sophistication, c'est que l'album met en place des références culturelles à d'autres œuvres. Alors, en critique littéraire, on appelle ça l'intertextualité ou l'intericonicité. C'est par exemple Anthony Brown qui cite un tableau de Vermeer dans ses illustrations, par exemple. Et l'intertextualité, c'est tout ce travail que vous connaissez autour du Petit Chaperon Rouge,
où autour de ce motif que l'on estime partagé par tout le monde, on peut s'amuser à des variations infinies où on change l'animal, on change la fin, on change tout ce qu'on veut y changer, puisque le motif, comme en musique, est un motif partagé. Donc c'est les 3 niveaux de sophistication qui sont apparus à la fois du côté des créateurs, qui ont proposé des choses nouvelles aux différents lecteurs, et aussi qui trouvent un écho ou pas dans la lecture familiale ou scolaire, enfin dans la lecture partagée. Et donc, à partir de ces 3 critères, Stéphane Bonnery et son équipe regardent l'évolution de la production d'albums. Alors, il fait ça d'une façon très scientifique, vous savez comment sont les sociologues. A-, c'est les albums qui sont basiques, donc tout est dit. Et A+, sont des albums élaborés où la part d'intervention du lecteur est de plus en plus importante et indispensable pour construire le livre. L'exemple, évidemment, dans les années 80, c'est l'album d'Adèle qui ne peut exister que si le lecteur le construit. Alors, il détaille 3 périodes. Donc, 1945-1964, on est dans une majorité d'albums A-, donc des livres univoques, avec un écho parfait entre le texte et l'image, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de contradiction ou d'inconnu glissé entre le texte et l'image. La prise en main par le lecteur est une prise en main extrêmement simple. 1965-1984, donc on est dans la grande période de la révolution de la littérature de jeunesse. 1965, c'est les 50 ans de l'école loisirs que nous fêtons, et les 50 ans de la revue des livres pour enfants que nous fêtons également, et les 50 ans du Krilj qui se sont fêtés aussi cette année. Donc, vous voyez, c'est une période tournante. 68, évidemment, entrant dans le début de cette période-là, qui est une grande période de révolution de l'éducation. Alors, les A-, donc vous savez, les albums qui sont assez univoques, restent majoritaires, mais les A+, se glissent dans ce corpus-là petit à petit. La complexité est devenue possible pour l'enfant. C'est l'époque de Petit Bleu, Petit Jaune, du Prince de mots tordus, du Géant de Zeralda, et là, le lecteur a vraiment du boulot. Et on a vu apparaître cette fonction-là nouvelle pour le lecteur. Et puis 1985-2015, on a une persistance des A-, donc des albums assez simplistes et univoques, ce qui ne correspond pas d'ailleurs à un cynisme de la part des auteurs qui les publient, c'est simplement une différente façon d'aborder l'écriture. Et donc ce sont des albums que l'on trouve majoritairement dans la grande distribution. Et puis les albums A+, où le lecteur a un plus gros investissement à faire, devient majoritaire dans la production légitime, entre guillemets. Ce qu'on appelle la production légitime, c'est ce qui est en vente dans les librairies, ce qui est présenté en coup de cœur dans les bibliothèques. Et donc le lecteur, petit à petit, est devenu un enquêteur qui prend des indices, qui construit le sens de son livre et devient co-auteur, d'une certaine façon, de sa lecture. Donc, à partir de ce corpus qui va de A+ à A-, avec ce corpus intermédiaire, il peut explorer avec plus de nuances les usages du livre. Quel type de livre, quel mode de lecture, dans quel type d'école ou dans quel type de famille. Donc, pour ça, lui et son équipe ont classé quand même plus ou moins 5000 titres qui sont A+, A- ou intermédiaires. Donc, son enquête dans les familles, qui est l'enquête la plus évoluée dans son travail, la plus avancée, pardon, dit que l'on trouve des livres à peu près partout. C'est-à-dire que l'accès aux livres s'est réellement amélioré. Donc, l'absence absolue de livres est quelque chose d'assez rare. Et tout le monde est convaincu que la lecture des enfants est importante, quel que soit le modèle sociologique de la famille, en termes de plaisir et en termes d'utilité. Cependant, on en possède moins
dans les milieux populaires, c'est une évidence, hélas, encore réelle. Mais les A+, ne sont présents dans les familles populaires que s'ils ont été travaillés en classe. C'est-à-dire que Petit Bleu, Petit Jaune pourra arriver dans une maison où les livres un peu sophistiqués ou légitimes, entre guillemets, s'ils ont été apportés par l'école. Et il est difficile d'en tirer parti si on n'a pas les codes. C'est-à-dire que Choupi et Disney sont plus faciles à lire si on est intimidé par ce genre de lecture par rapport à, prenons Petit Bleu, Petit Jaune comme le symbole de cette lecture co-construite. Et donc, les recherches de Stéphane Bonnery ne sont pas finies. Il insiste sur ce point, donc n'hésitez pas à suivre l'avancée de ses travaux. Mais il voit déjà 4 types de familles. Donc, les familles populaires et oralisantes, il y a peu d'échanges pendant la lecture et l'enfant est spectateur. Il écoute ce qu'on lui lit. Il y a les familles populaires et restitutives. On cherche à vérifier l'efficacité de la lecture, vérifier que l'enfant a bien compris. C'est-à-dire qu'on a posé la lecture comme étant quelque chose qui est un moment agréable, certes, mais qui est un moment qui doit aussi avoir une utilité dans la perspective de réussite de l'enfant. Le troisième modèle, ce sont les familles cultivée et élaborative. On demande à l'enfant de comprendre et d'argumenter pourquoi il se fait quelle opinion, de quelle lecture. Et puis, quatrième strate, ce sont les familles aisées et motivantes. Donc, c'est des mots un peu forts, un peu terribles même. Voilà. Donc, son enquête se poursuit aussi du côté des écoles. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'il trouve qu'en ZEP, il trouve, non pas qu'il pense, mais il a mis au jour que dans les écoles classées ZEP, on trouve et on utilise beaucoup de A-. Avec les petits, par exemple, on insiste sur la construction du lexique plus que la compréhension des mécanismes narratifs. Et on marginalise le littéraire. Or, les enseignants ont accès, ne serait-ce que pour leurs propres enfants ou dans leur propre pratique ou j'espère dans leur formation, à tout type d'albums. Donc, quand ils sont enseignants en ZEP, ils privilégient les albums d'approche simpliste. Et ça m'a fait penser, je fais une petite digression, 1 minute. J'avais rencontré Carole Diamant, qui était prof de philosophie dans un lycée à Bondy, au moment où Monsieur Recoing, patron de Sciences Po à l'époque, était venu les voir en leur disant vous avez un grand lycée à Bondy, pourquoi j'ai jamais personne de chez vous qui arrive chez moi? Et là, les profs, ils avaient tous... C'était Carole Diamant, professeure de philosophie dans cet établissement, qui racontait et qui avait regardé ses chaussures, comme tous les profs regardaient leurs chaussures, et qui s'était dit on n'est pas assez ambitieux pour eux. Et c'était terrible. Et à partir de ce moment-là, où Richard Descoings est venu dire ça dans ce lycée, tous les enseignants de ce lycée ont dit mais on participe à l'absence d'ambition de ces enfants. Et quand elle le disait avec une force incroyable, avec une modestie, et c'était quelque chose qui était vraiment... qui ouvrait à énormément de réflexions de la part de plus d'un. Voilà, fin de ma parenthèse. Donc, hors ZEP, tout d'un coup, on a beaucoup plus de A+, et on a une installation forte du patrimoine et des livres riches en références. Donc, vous voyez, on accentue l'inégalité scolaire par le corpus choisi par les enseignants, par tout ça sans... à l'exemple de Carole Diamant, il n'y a pas une once de cynisme dans cette... mais c'est une réalité, voilà. Et donc ça, c'était assez fort. Il y avait assez peu de remarques dans la salle à ce sujet, d'ailleurs. Et donc, enquête sur les médiathèques, le troisième lieu de ces remarques. Donc c'est en cours. Ce sera un travail qui va s'avancer à Montreuil et à Chevilly-Larue. Ce sont des conventions qui sont en cours. Et finalement, son exposé était tellement passionnant et tellement plein qu'il y a eu assez peu de remarques dans la salle, assez peu de questions. J'en ai retenu une qui était
pragmatique et très juste, qui était, mais ça montre qu'autour de la lecture, on peut avoir un public très hétérogène. Et plusieurs personnes posaient la question de comment faire avec un groupe hétérogène quand on a des enfants qui ne partagent pas tous les mêmes références. Par exemple, quand on joue avec le motif du petit chaperon rouge, en prenant une version qui est réécrite par qui on veut, ceux qui connaissent le petit chaperon rouge par cœur et ceux qui ne le connaissent pas sont en inégalité face à la réception de l'histoire. Et la réponse de Stéphane Bonnery, il disait, effectivement, je le cite pratiquement mot pour mot, pas facile de canaliser ceux qui savent plus et mieux. Mais quand ils interviennent, donc ceux qui savent plus et mieux, ce qui est très important, ce n'est pas de leur demander de se taire pour laisser les autres dans leur propre chemin, mais on doit leur demander d'expliquer comment ils ont compris, quels indices ils ont prélevés pour que leur expertise serve aux autres. Voilà, c'était sa réponse. Alors peut-être que vous la connaissez et que j'enfonce une porte ouverte en retraçant ses propos, mais voilà, c'était sa conclusion, et que donc le bénéfice de ceux qui savent doit profiter à ceux qui ont fréquenté moins de livres, et moins de livres qui posent des questions de construction par la lecture. Voilà.